Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Ohayon, coordonnatrice en transfert de connaissances au CREGES. Je suis accompagnée de ma collègue Noémie Couture, professionnelle de recherche, et on aimerait vous souhaiter la bienvenue à cette première conférence de la série Personnes âgées marginalisées au Québec, mieux comprendre pour mieux agir. Cette série de conférences porte sur les enjeux de coordination et de gouvernance des services en mettant en lumière certains angles morts du système. Cette conférence s'intéresse plus particulièrement plus plus particulièrement à, un des 6 groupes de personnes âgées marginalisées qui est, les personnes âgées LGBTQ+. Une autre des conférences, celle du 15 avril, concentrera sur les personnes vivant avec un trouble mental grave. Au fil des webinaires, différents outils et pistes concrètes seront présentés afin de soutenir les pratiques d'intervention auprès de ces populations. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui nos panélistes Sandra Smil et Sophie Parent. Sandra Smil est coordonnatrice du domaine d'expertise vieillissement inclusif, diversité, santé et bien-être, IDSB au CREGES. Elle contribue à des projets de recherche et au développement de pratiques innovantes visant à promouvoir l'inclusion, la santé et le bien-être des personnes aînées en portant une attention particulière aux réalités intersectionnelles. Elle est également coordonnatrice de cette action concertée du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, intitulée Les actions gouvernementales du Québec, impact des personnes âgées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale sur laquelle s'appuie cette série de conférences. Sophie Parent est doctorante à la Faculté du travail social et de criminologie de l'Université Laval, sous la direction de Kevin Lavoie. Elle est assistante de recherche pour l'équipe de recherche responsable de la population des personnes aînées LGBTQ. Cette première conférence portera sur les enjeux d'accès aux services pour les personnes aînées LGBTQ+. Les conférencières proposeront un survol des défis liés à la discrimination et aux présomptions hétérosexistes et à la coordination des services, du même que des pistes de solutions pour favoriser l'adoption des pratiques plus inclusives. Parfait. Merci, Sophie. Donc, moi et Sophie, nous allons présenter sur la coordination des services et l'inclusion des aînés LGBT+, leur réalité et les défis. Je vais changer oups, je vais changer de diapo. Ah, parfait. Que ça, c'est juste l'ordre du jour. On va commencer. Moi, je vais commencer avec une présentation du projet PAM. Suite à ça, c'est Sophie qui va prendre le relais. Elle va faire la mise en contexte et elle va. Le son est écho encore? OK. Il y a une personne qui dit que le son est écho. Peut-être attendre de voir. Je vais essayer de contacter la personne. OK. À faire la mise en contexte et parler des objectifs de l'analyse que nous avons fait. Suite à ça, elle va faire un survol des politiques et les plans d'action qui parlent ou qui traitent les personnes aînées LGBTQ+. Euh, Suite à ça, elle va parler de la méthodologie que nous avons employée dans le cadre du projet et présenter des principaux résultats et les recommandations que nous avons développées en lien avec les résultats. Et suite à ça, il va y avoir la période de questions où vous pourriez poser les questions et à moi et à Sophie concernant la présentation. On peut passer à la prochaine diapo. Bon, tel que Karine a dit, ce projet-là, en fait, les recherches sur la coordination et des services et l'inclusion des personnes aînées LGBT+, que nous présentons aujourd'hui, ben, ils ont été effectués dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste qui s'appelait Les actions gouvernementales au Québec, impact sur les personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale. Euh, Excusez-moi. Ce projet a été financé par la FRQSC dans le cadre d'une action concertée sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale, qui a été proposée par plusieurs ministères et sociétés, dont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ouais, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société d'habitation du Québec. Euh,
Le projet, spécifiquement, a examiné la façon dont les actions gouvernementales ont une incidence sur l'exclusion sociale des personnes aînées marginalisées et il visait à relever et à documenter les conséquences des obstacles à l'accès aux services et soutiens et des problèmes plus généraux de gouvernance et de coordination auxquels sont confrontées six populations PAM, de personnes aînées marginalisées, et il visait également la proposition de solutions concrètes pour remédier à ces obstacles et ces problèmes de gouvernance et de coordination. Mm. Et les six populations telles que Karine a mentionné, mais les populations incluaient six populations, là, je vais dire les populations d'aînés marginalisés. Dans le cadre de ce projet, on a ciblé six populations, dont les personnes âgées immigrantes et à statut précaire, les personnes de 50 ans et plus vivant avec un trouble mental grave, dont il va y avoir une présentation dans 2 semaines, un autre webinaire. Les personnes âgées en situation d'itinérance. La quatrième population était les personnes âgées judiciarisées. Il y avait aussi la population de personnes aînées LGBT+, que nous présentons sur cette population aujourd'hui. Puis le sixième était les personnes âgées précarisées vivant en milieu rural périphérique. Et tel que Karine a mentionné, il y a un site web avec des informations sur le projet, euh, sur ces différentes populations que vous pouvez consulter. Le projet s'est articulé spécifiquement autour de 4 questions de recherche. La première question était quelles sont les réalités et les besoins de services et de soutien des personnes âgées marginalisées? Le deuxième était quelles sont les politiques et les programmes spécifiques qui encadrent les expériences vécues par ces populations et comment répondent-ils? Comment est-ce que les politiques et les programmes répondent à leurs besoins? Excuse-moi. La troisième question était quels sont les enjeux de coordination et de gouvernance dans l'offre de services et les pratiques destinées aux six groupes de population d'aînés marginalisés. Par exemple, quels sont les enjeux entre les différents prestataires de services, le réseau de la santé, les OBNL, le secteur privé ou les entreprises d'économie sociale? Quels sont les enjeux entre les prestataires d'un même secteur? Puis la quatrième question était quels sont les enjeux de coordination horizontale entre les ministères du gouvernement du Québec ou les instances du gouvernement du Québec ou intergouvernementales entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et les municipalités. Quels sont ces enjeux de coordination horizontale qui entourent la gestion des politiques et des stratégies québécoises et municipales qui encadrent les pratiques auprès de ces six populations? Ce projet a été, tel qui est indiqué sur le diapo, est dirigé par Patrick Marier et Megan Joy et a impliqué plusieurs chercheurs de plusieurs universités du Québec et euh, il a été fait en étroite collaboration avec des partenaires communautaires ancrés dans le terrain et possédant une connaissance approfondie des réalités et des besoins en service des populations ciblées. Et il a reçu, je voulais juste souligner, un fort soutien de mes collègues du CREGES, dont Karine et Noémie et mes autres collègues en transfert de connaissances. Et vous voyez en bas de la page, il va y avoir un livre euh, duquel je suis co-dirigeante qui présente les résultats de l'ensemble du projet qui devrait sortir, il n'est pas encore sorti, il va sortir cet automne. Et comme j'ai mentionné tantôt, entre-temps, vous pourrez parcourir le site web du CREJAS pour voir les fiches synthèse, les infographies, les outils que nous avons créés dans le cadre du projet. Je vais passer la parole à Sophie. Merci beaucoup, Sandra. Là, c'est un petit peu troublant parce que je ne vous vois pas sur mon écran, mais c'est correct. Ça va être moins stressant comme ça pour moi. Et, donc, ce projet-là, en fait, ben, pour vous mettre en contexte, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, entre autres, là, aux personnes aînées, de la diversité sexuelle et de genre comme étant une population aînée marginalisée?
Ben, ce qu'il faut retenir de cette population-là, c'est que c'est une population qui est quand même historiquement marginalisée. Donc, on peut penser là, au cours de l'histoire, dans les dernières décennies en Occident, les personnes de la diversité sexuelle et de genre ont été criminalisées dans plusieurs endroits, notamment au Canada. Il y a eu différents événements là, comme des descentes de police qui ont été très médiatisés, là. Je peux penser, je pense au Truman à Montréal, ou les gens connaissent bien Stonewall à New York. Puis c'est un contexte dans lequel, en fait, les droits des personnes LGBT ont évolué. Il y a eu plusieurs changements politiques depuis, juridiques et sociaux. Puis, ben, dans le fond, ces réalités-là sont de plus en plus reconnues. Mais il demeure que plusieurs personnes aînées appartenant à la diversité sexuelle et de genre ont connu en fait tous ces changements-là et ont grandi dans un milieu qui n'était pas nécessairement acceptant de la diversité sexuelle et de genre. Il faut garder en tête aussi que les personnes aînées appartenant à la diversité sexuelle et de genre sont à l'intersection de différentes positions sociales. Donc, à l'intersection des normes hétérosexistes, hétéronormatives, mais aussi à l'intersection de normes agistes qu'on va peut-être retrouver là, dans d'autres projets. Puis bon, après ça, ben, au niveau de l'accès aux services, nous, on s'est penché là-dessus, euh, sur le fait que, ben, justement, c'est déjà documenté que, vu l'accumulation de discrimination historique, ben, plusieurs personnes aînées appartenant à la diversité sexuelle et de genre euh, craignent la discrimination et la stigmatisation qui peut survenir dans les services. Donc, ça va amener parfois là, des personnes à dissimuler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre dans les services ou en s'en allant en résidence, qu'on va appeler des retours dans le placard. Euh, Ça va aussi se jouer dans le fait que ben, parfois le personnel va pas être sensibilisé à ces réalités-là, ça va sembler lointain, donc il va y avoir la présomption que les personnes aînées sont hétérosexuelles et cisgenres. Euh, Puis ben aussi, il y a comme un certain manque de connaissances là, dans les services des réalités LGBT, puis à l'inverse, ben, dans les ressources communautaires LGBT. Parfois, c'est pas toujours adapté à la réalité là, des personnes aînées. Donc, nous, avec ce projet-là, dans le cadre de notre chapitre, on avait deux objectifs qui étaient de documenter l'accès aux services puis aux ressources pour les personnes aînées LGBT+, puis aussi ben, de documenter des pistes de solutions pour favoriser l'accès puis l'inclusion des adultes vieillissants qui appartiennent à la diversité sexuelle et de genre. La première chose qu'on a fait, je vous assommerai pas avec tout ça, mais on est allé, en fait, là, regarder plusieurs politiques, plans d'action et lignes directrices. Donc, plusieurs politiques sur les questions LGBT, plusieurs sur les questions aînées, puis aussi les plans, les politiques, puis les lignes directrices concernant les proches aidants. Puis on a ressorti, là, dans le fond, quelques initiatives générales ou spécifiques qui concernent les personnes aînées LGBT mises de l'avant. Donc, il y en a plusieurs qui mettent de l'avant, par exemple, soutenir la recherche, soutenir les partenariats entre le public et le communautaire, mieux former le personnel à ces réalités-là, offrir des activités de sensibilisation. Puis ben nous, en fait, c'est ça, on est allé voir les politiques et les plans d'action, mais aussi, on s'est aussi intéressé à ben, qu'est-ce qu'il y en est de leur mise en application par la suite. Donc, c'est là qu'on arrive avec notre méthode de recherche. Donc, nous, on a fait une recherche qualitative auprès de 25 personnes participantes. On a fait des entrevues de groupe avec des personnes qui interviennent auprès de ces populations-là. On a eu un groupe de femmes lesbiennes aînées, un groupe d'hommes gays aînés et un groupe de personnes trans et intersexes aînées. Puis, on a fait là aussi des entretiens individuels avec trois personnes participantes, dont une personne experte dans le domaine, euh, pour aller approfondir là, certaines questions. Après ça, bon, en recherche, c'est de la poutine habituelle. On a transcrit nos entretiens, puis on a procédé à une analyse thématique pour voir ben, qu'est-ce qui ressort comme thématique principale des entretiens. Puis, ben, on a séparé la présentation de nos résultats en trois grandes sphères. Les enjeux spécifiques à la coordination des services, les enjeux concernant l'accès et les trajectoires de services, puis en dernier, les initiatives puis les pistes de solutions qu'on a vues émerger.
Donc, pour ce qui en est des enjeux par rapport à la coordination des services, euh, on en a noté trois principaux. Donc, certaines difficultés au niveau de la coordination publique communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que souvent, les gens qui travaillent dans le communautaire nous disaient ben, désirer une collaboration réelle avec les services publics, mais avoir parfois le sentiment que le communautaire était instrumentalisé par différentes factions gouvernementales plutôt que d'être considéré comme des vrais partenaires. Puis, ben, encore une fois, ça venait beaucoup du communautaire, un désir qu'on reconnaisse leur expertise dans la détermination des besoins. J'ai même une citation là, pour appuyer ça, là, une personne intervenante qui disait que un des problèmes à la base, c'est la reconnaissance qu'on est des partenaires égaux. Donc, on a tendance à beaucoup instrumentaliser le milieu communautaire, qui reflète un petit peu ce que je vous disais. Un deuxième enjeu qu'on a ciblé, c'est le financement des organismes communautaires. Donc, vous avez peut-être entendu, là, si vous travaillez avec des organismes communautaires, ce ne sera sûrement pas nouveau pour vous, mais bon, on a beaucoup déploré le financement par projet plutôt que les financements récurrents à la mission. Donc, il y a plusieurs acteurs là, qui nous ont dit que c'est quelque chose de structurel, mais qui semblait nuire finalement. Puis ça mettait bien souvent les financements limités, ça mettait les différents organismes communautaires en compétition entre eux pour les financements plutôt que de les amener à travailler ensemble. Puis même parfois aussi, cette création-là de financement par projet, ben ça dédouble certains projets, certains services qui sont déjà offerts par différents organismes qui pourraient simplement bénéficier là, d'une bonification de leur financement. Donc, comme nous disait, là, ça a été même observé là, par les personnes aînées concernées. Donc, une personne qui nous disait que justement, un problème majeur, c'est le financement par projet plutôt qu'à la mission. Ça ne permet pas de consolider les services de base sur le long terme. Puis, un autre enjeu sur la coordination des services, ben, c'était la concertation intersectorielle entre organismes. Donc, on a relevé une certaine difficulté, euh, bon, d'abord entre les différents organismes communautaires LGBT. Il y en a plusieurs qui disaient manquer de ressources puis de temps pour se concerter entre eux, mais aussi, puis ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est une difficulté à se concerter entre organismes LGBT et organismes destinés aux aînés. Donc, une espèce de méconnaissance de part et d'autre des réalités. Puis ça, il y a une personne intervenante qui l'a bien nommé, je trouve, qui disait, faudrait qu'on puisse greffer les questions LGBT aux organismes pour aînés, mais je ne suis pas sûre que ce soit si faisable. Il y a beaucoup d'incompréhension de la situation des aînés LGBT. Une fois qu'on sort là, des enjeux de coordination, puis qu'on rentre dans la trajectoire de service des personnes aînées, ben là, ça va pas nécessairement mieux. On a identifié aussi des enjeux au niveau ben, de l'accès aux services. Donc, surtout les aînés appartenant à la diversité sexuelle et de genre qui sont hors des grands centres urbains comme Québec et Montréal ont davantage de difficultés à avoir accès à des services. Ça aussi, je crois pas que ce soit exclusif aux aînés LGBT, mais ça garde en tête que les ressources spécialisées sont plus souvent dans les centres urbains. Les ressources aussi, on nous a nommé que c'était beaucoup des ressources axées sur briser l'isolement, mais qu'il n'y avait pas nécessairement là, la prise en compte de d'autres types de besoins qui pourraient y avoir. Puis que ben, les aînés LGBT se sentaient pas toujours comme s'ils fitaient dans la clientèle des ressources LGBT générales. Euh, donc, encore une fois, j'ai une situation pour appuyer. Donc, une personne qui disait les ressources adaptées aux aînés LGBT, c'est surtout en milieu urbain. Quand on arrive dans les services, ben là, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont nommé craindre les discriminations possibles, anticiper des réactions négatives, pas savoir s'ils devraient cacher, dissimuler qu'ils ont un conjoint, une conjointe du même genre qu'elle ou eux.
Puis il y en a, c'était très prévalent chez nos personnes participantes. Là, j'écris trans ou non-binaire, mais en fait, c'est trans ou intersexe là, dans notre échantillon, qui ont vécu des violences médicales ou qui ont eu beaucoup à faire de l'éducation sur leur réalité, ce qui vient nuire en fait là, au sentiment de pouvoir être en sécurité dans les services. Puis ben, en fait, c'était une crainte là, qui était présente là, chez plusieurs gens interrogés. Donc, on a un aîné ici qui nous nommait, ben là, qu'est-ce qu'on va faire ici en région quand on va être vieux? Est-ce qu'il va falloir retourner dans le placard? Puis, un autre enjeu dans la trajectoire de service qu'on a identifié, ben, c'est la difficulté de faire reconnaître la famille choisie. La famille choisie dans les milieux LGBT, c'est pas nécessairement la famille de sang, c'est les conjoints, les ex-conjoints, les amis, toutes les personnes qui offrent un réseau de soutien aux personnes LGBT. Encore une fois, on se met dans un contexte où la diversité sexuelle et de genre ça n'a pas toujours été bien accepté, puis il y a encore des enjeux d'acceptation sociale, même à ce jour. Et plusieurs personnes ont perdu des liens avec leur famille d'origine en faisant leur coming out et ont été forcées de se recréer une famille. Mais ces personnes-là, étant donné qu'il n'y a pas de lien de sang, il y a parfois de la difficulté dans le système à les faire reconnaître comme des personnes importantes puis qui ont un droit de regard sur la situation, d'être présents pour recevoir des informations puis d'aide à la décision. Ce qui, ben, le fait de ne pas reconnaître ces réseaux de soutien-là, qui sont, ma foi, très importants, ben, ça a pour effet un peu pervers de marginaliser davantage les aînés qui n'ont pas accès là, à une famille traditionnelle. Donc, par exemple, ben, c'est ça. J'ai une personne intervenante qui nous disait les familles choisies sont moins bien traitées ou ont moins accès à l'information, alors que ce sont des personnes essentielles dans l'entourage des aînés. Heureusement, on a aussi là, remarqué que ben, il y a des personnes qui ont mis de l'avant là, différentes pistes de solutions. Donc, notamment, on a observé que certaines mesures qui avaient été mises de l'avant dans certains plans d'action et cadres de référence qu'on a analysés étaient déjà en place. Un excellent exemple de ça, dans la politique québécoise de lutte contre l'homophobie, on suggérait la création d'une chaire de recherche, ce qui a mené en 2009 à la création de la chaire de recherche contre la lutte à l'homophobie, qui s'appelle désormais là, la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'UQAM. Donc, une chaire de recherche qui existe encore. Euh, on a aussi recommandé dans certains plans consultés la mise en place de formations publiques et communautaires sur les réalités et les besoins des aînés. Euh, Puis là, ben, par exemple, on en a trouvé une au public qui s'appelle Réalité et besoins des personnes aînées LGBT. Puis dans le communautaire, ben, il y a la formation pour que vieillir soit gai, qui existe désormais puis qui est donnée, je crois, par la Fondation Émergence. Sinon, ben, dans les personnes qu'on a rencontrées, il y en a qui ont mis aussi de l'avant euh, des souhaits pour que justement la trajectoire de service des aînés appartenant à la diversité sexuelle et de genre soit facilitée. Pardon. Donc, on a souligné entre autres que les mesures d'accessibilité universelle pour les aînés, ce qui est bon pour tout le monde, va aussi aider les aînés de la diversité sexuelle et de genre. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on entend par ça? Bien, on entend, par exemple, toutes les mesures pour faciliter la mobilité, puis l'accès à différents services pour les personnes qui ont différents handicaps. Donc, tout ce qui va faciliter, euh, ça, c'est bon pour tout le monde. Sinon, ce qu'on proposait aussi, c'était de voir s'il était possible d'accréditer ou de donner une autre forme de reconnaissance de la formation du personnel sur les enjeux LGBT. Parce que là, pour une personne aînée en ce moment, c'est difficile de savoir si un centre ou certains professionnels sont ouverts et formés sur ces réalités-là. Donc, c'est toujours l'espèce de crainte ou de doute de, ben, OK, si je me retrouve en CHSLD, est-ce que le personnel dans le CHSLD où je vais aller est formé et compétent sur les questions par rapport à la diversité sexuelle et de genre? Une autre suggestion que j'ai trouvée fort intéressante, c'était de mettre de l'avant des personnes ressources dans les services pour l'inclusion des personnes LGBT, donc de nommer différentes personnes ressources à différents endroits pour mieux soutenir cela. Puis enfin, ben,
la création de lieux destinés aux aînés LGBT. Parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose qui se fait un peu en silo. Il y a soit les ressources pour aînés, soit les ressources pour personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont mis de l'avant que ce serait intéressant, en fait, de mettre ces choses-là en commun. Et puis on avait, c'est ça, là, justement, là, pour appuyer le point sur les mesures universelles, une personne experte dans le domaine qui nous disait toutes les mesures qui favorisent les aînés, elles favorisent les aînés LGBT. Donc, ne pas négliger les mesures universelles. Puis ça nous amène à conclure le chapitre qu'on a rédigé sur la question par une série de recommandations qui vont en lien avec les différents enjeux relevés précédemment, puis qui sont aussi en lien là, avec les pistes de solutions mises de l'avant. Donc, entre autres, ben, vous ne serez pas surprise de voir que dans nos recommandations, il y a l'établissement d'une meilleure coordination entre le communautaire et le public. Il y a aussi ben, la pérennisation du financement des organismes pour ne plus qu'on soit pris dans une course de financement par projet, puis qu'on favorise plutôt un financement là, périn et à la mission. Améliorer aussi l'accessibilité aux ressources hors des grands centres urbains. Donc, la possibilité, c'est ça, qu'il soit possible pour les aînés d'avoir accès à des ressources pour personnes LGBT en dehors de Montréal et de Québec, puis ailleurs dans la province. La formation puis la sensibilisation du personnel, c'est beaucoup revenu. Donc, est-ce que après ça, on recommande des formations optionnelles ou obligatoires? Est-ce qu'on associe ça à des accréditations? C'est des questions à garder en tête, mais le nœud, ce serait vraiment de former puis de sensibiliser à ces enjeux-là. Le développement de collaboration intersectorielle, notamment entre les milieux pour aînés puis les milieux pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puis donc, ben, de promouvoir là, l'inclusion des personnes aînées LGBT dans les milieux pour aînés et dans les milieux LGBT. Donc, ça trace un peu les grandes lignes de qu'est-ce qui a été mis de l'avant dans notre chapitre. Comme le disait Sandra, le livre va être disponible à l'automne. Mais si ça vous tente, là, je vous ai mis là, la référence ici. C'est un chapitre qui a été coécrit par moi-même, Julie Beauchamp, Sandra et Isabelle Wallach et qui sera disponible là, dans le livre qui a été dirigé par Patrick Marié, École. Donc,